Le carrelage de la cuisine était froid comme une salle de réanimation. Je le sais parce que j'en ai connu des salles de réanimation. 40 ans à arpenter des couloirs d'hôpital, à poser mes mains sur des poitrines qui ne voulaient plus battre, à lire des constantes vitales sur des écrans qui mentaient parfois, mais qui, eux au moins, ne vous abandonnaient pas sur un sol glacé un vendredi soir de novembre, en vous laissant sans eau, sans médicaments et sans téléphone. Le carrelage blanc cassé de ma cuisine, celui que j'avais choisi moi-même il y a 23 ans dans un catalogue de matériaux de construction, parce qu'il me rappelait la propreté des blocs opératoires. Ce carrelage-là est devenu le dernier souvenir net que j'ai avant de perdre conscience. L'odeur de la pièce était celle du vide. Pas l'odeur propre et stérile du vide hospitalier, non. L'odeur lourde et triste d'une maison dont on a retiré toute la vie, toute la chaleur, tout ce qui faisait qu'on y respirait autrement qu'ailleurs. Le réfrigérateur bourdonnait dans le silence comme un patient sous sédatif, régulier, indifférent, inconscient du drame qui se jouait à 2 mètres de lui. La lumière du jour entrait par la fenêtre au-dessus de l'évier. Cette fenêtre que René avait installée lui-même en se coupant le pouce sur une équerre et en jurant comme un charretier, et cette lumière tombait sur moi sans me réchauffer, comme si même le soleil avait décidé de regarder ailleurs. J'étais allongé sur ce sol depuis je ne sais combien d'heures, peut-être depuis la veille, peut-être depuis plus longtemps encore, et mon corps ne répondait plus avec la précision qu'il avait toujours eue. Ce corps qui avait su, pendant 4 décennies, reconnaître la douleur des autres et y répondre avec compétence et sang-froid. Là, c'est moi qui étais le patient, et il n'y avait personne pour lire mes constantes. Il faut que vous compreniez quelque chose avant que je vous raconte la suite. Je ne suis pas une femme qui se plaint. Je ne suis pas une femme qui attend qu'on la plaigne. J'ai élevé 3 enfants seuls après la mort de René. J'ai géré un service de soins intensifs pendant 19 ans. J'ai annoncé des diagnostics que personne ne voulait entendre et j'ai tenu la main de gens qui mouraient sans que personne d'autre ne soit venu. Je connais la différence entre une douleur qu'on surmonte et une douleur qui vous surmonte. Ce que mes enfants ont fait n'appartient pas à la première catégorie. Mais ce que vous devez savoir, ce que je savais moi-même, même allongé sur ce carrelage froid, même avec les membres qui refusaient d'obéir, même avec la tête qui tournait comme un tensiomètre déréglé, c'est que j'avais prévu quelque chose. Depuis 22 ans, j'avais prévu quelque chose. Une infirmière-chef qui ne prépare pas son plan d'urgence n'est pas une infirmière-chef. C'est une stagiaire qui espère que tout ira bien. Et moi, Simone Lacombe, je n'avais jamais été du genre à espérer sans avoir aussi un protocole dans la poche. Je m'appelle Simone Lacombe, née Aubert, le 14 mars 1945 à Limoges, dans une maison qui sentait le savon de Marseille et le pain de seigle. J'ai 79 ans et je ne les ai pas volés. Chaque année porte en elle le poids d'un service rendu, d'un genou posé au bord d'un lit d'hôpital, d'une nuit blanche passée à surveiller une perfusion qui ne devait pas se bloquer. Mon mari René est mort il y a 22 ans d'un infarctus foudroyant, comme si son cœur avait décidé de prendre une retraite anticipée sans lui demander son avis. C'était un homme bon, René, un homme qui réparait les choses, les fenêtres, les robinets, les journées difficiles. Quand il est parti, j'ai regardé mes 3 enfants, qui avaient alors 30 ans, 27 ans et 23 ans, et j'ai décidé que je n'avais pas le droit de m'effondrer. Pas devant eux, pas à ce moment-là. J'avais un service à tenir, des patients à soigner, des factures à payer, et 3 jeunes adultes qui avaient encore besoin, même s'ils ne le disaient pas, que quelqu'un soit debout dans la cuisine le matin et que la maison sente le café chaud. Alors j'ai continué. J'ai toujours continué. La maison dans laquelle j'ai convulsé sur le carrelage blanc cassé est une maison de ville à Clermont-Ferrand, rue des Pradelles, que René et moi avons achetée en 1978 avec un emprunt qui nous a fallu 15 ans à rembourser, en nous privant de vacances et de voitures neuves pendant une décennie entière. Elle a 4 chambres, un jardin à l'arrière, avec un vieux figuier que René refusait de tailler parce qu'il disait que les figuiers taillés perdent leur caractère, et une cuisine avec un carrelage blanc cassé choisi dans un catalogue en 1999.
Cette maison vaut aujourd'hui, selon les estimations du marché immobilier de la région Auvergne, entre 350 000 et 380 000 euros. Mes enfants le savent mieux que moi. Ils ont fait faire des estimations sans me le dire. Je l'ai appris plus tard, par un notaire qui ne savait pas qu'il me parlait à moi et pas à l'un d'entre eux. Voilà le genre de femme que mes enfants ont sous-estimé. Une femme qui écoute, qui observe, qui enregistre et qui, comme dans un bon bilan de santé, attend d'avoir toutes les données avant de poser un diagnostic. J'ai travaillé 41 ans dans les soins infirmiers, dont 19 comme infirmière-chef du service de médecine interne à l'hôpital Gabriel-Montpied de Clermont-Ferrand. Dans ce métier, on apprend très vite que le corps ne ment jamais. C'est l'interprétation qu'on en fait qui peut être fausse. On apprend aussi qu'un médicament mal dosé peut tuer aussi sûrement qu'une balle et qu'un médicament absent peut tuer encore plus lentement avec plus de souffrance et que cette lenteur-là est parfois, dans l'histoire de la médecine, le résultat d'une négligence criminelle. Je prenais 4 médicaments par jour, un anticoagulant pour ma fibrillation auriculaire, un antihypertenseur pour une tension artérielle capricieuse depuis mes 68 ans, un diurétique léger et un traitement pour l'arthrose du genou droit. Ni plus, ni moins. Un protocole de soins simple, équilibré, maîtrisé, le genre de protocole qu'on rédige pour un patient stable, dont on connaît bien le terrain. Delphine connaissait mes médicaments. Elle m'avait accompagnée chez le cardiologue 3 fois. Elle savait ce que l'absence d'anticoagulants pouvait provoquer chez une femme de mon profil. Elle le savait et elle a quand même vendu les boîtes. Avant de vous dire comment j'ai découvert ce qu'elle avait fait, je dois vous parler d'eux. Parce qu'on ne comprend pas une trahison si on ne comprend pas d'abord les gens qui la commettent. C'est une règle en médecine comme en vie. Un diagnostic sans anamnèse n'est qu'une supposition habillée en certitude. Delphine a 52 ans. C'est mon aînée. Elle ressemble à son père par la structure du visage, le front large, les pommettes hautes, mais elle a hérité d'un caractère que René n'avait pas. Une froideur calculatrice qui, quand elle était petite, me faisait parfois me demander si j'avais raté quelque chose dans son éducation ou si certaines natures naissent avec un thermostat intérieur à les régler trop bas. Delphine a fait des études de gestion. Elle a travaillé dans une société d'assurance à Lyon pendant 14 ans, puis elle est revenue à Clermont après son divorce. Un divorce dont elle ne parle jamais, mais dont les conséquences financières l'ont visiblement laissée dans une situation plus fragile qu'elle ne voulait l'admettre. Elle dit toujours « Sois réaliste, maman, il faut penser à l'avenir », avec ce sourire de quelqu'un qui a déjà fait le calcul et qui vous explique gentiment que vous n'êtes pas dans l'équation. Arnaud a 49 ans. C'est mon fils, le seul garçon, celui que René adorait emmener pêcher le dimanche matin au lac d'Aïda. Arnaud est devenu l'homme le plus invisible que je connaisse, présent physiquement dans toutes les situations importantes, absent moralement dans toutes les décisions qui comptent. Il travaille dans le bâtiment, il gère une petite entreprise de rénovation qui ne rénove pas grand-chose depuis 2 ans selon ce que j'ai compris entre les lignes de ses conversations téléphoniques. Sa phrase « Quand quelque chose de difficile se présente » est invariablement « Moi je ne veux pas de problème, je suis juste là pour aider ». Ce qui signifie, traduit de l'Arnaud en français courant, « Je ferai ce que Delphine décide et je trouverai une façon de ne pas me sentir responsable ». Vanessa a 45 ans, ma petite dernière, celle que j'ai allaitée le plus longtemps, celle dont les crises de larmes enfantines me brisaient le cœur même quand j'avais passé 12 heures debout dans un couloir d'hôpital. Les larmes de Vanessa sont restées son outil principal. Elle pleure à chaque réunion de famille difficile. Elle pleure quand on lui dit une vérité qu'elle ne veut pas entendre. Elle pleure en disant « Tu sais qu'on t'aime, maman, c'est pour ça qu'on fait ça ». Et pendant qu'elle pleure, Delphine agit et Arnaud regarde ses chaussures. Ce sont mes enfants. Je les ai portés, nourris, soignés, veillés, et ils m'ont laissé 3 jours sur un carrelage froid sans médicaments. Si vous êtes en train d'écouter mon histoire et que vous vous demandez comment une telle chose est possible, je voudrais vous demander quelque chose en retour.
quelque chose de personnel. Restez avec moi jusqu'à la fin, parce que ce qui s'est passé ensuite, je ne l'ai raconté à personne d'entier, pas même à mon avocate dans tous ses détails. Et si ce que vous entendez vous touche, si vous pensez que d'autres personnes autour de vous devraient l'entendre aussi, alors abonnez-vous à cette chaîne et laissez votre pouce levé sous cette vidéo. Pas pour moi, pour que cette histoire voyage jusqu'à quelqu'un qui en a besoin ce soir, quelqu'un qui est peut-être allongé lui aussi sur un carrelage froid quelque part et qui a besoin de savoir qu'il y a une sortie. Je vous demande ça comme je demanderais à un patient de ne pas bouger pendant que je pose une perfusion. Restez là, c'est important. Maintenant, laissez-moi vous dire ce qui s'est passé le vendredi soir du 8 novembre. Cela faisait plusieurs semaines que je remarquais des choses. Des petites choses, le genre de petites choses qu'une femme moins attentive aurait mises sur le compte de la fatigue ou de la vieillesse. Mais une infirmière chef ne met pas les symptômes sur le compte de la vieillesse. Une infirmière chef les note, les date et les met en relation les uns avec les autres jusqu'à ce qu'un tableau clinique se dessine. Les boîtes de médicaments dans le placard de la cuisine avaient au l'air normal, même couleur, même format, même position. Mais à partir de la 2e semaine d'octobre, je sentais que quelque chose dans mon corps n'allait pas. Ma tension remontait. Mes jambes enflaient légèrement le soir. Je me fatiguais plus vite dans les escaliers. Des signes discrets, des signes que n'importe qui aurait attribués à l'âge, mais que moi je savais reconnaître. C'étaient les signes d'une médication absente. J'avais posé les comprimés sur ma langue 2 ou 3 fois en regardant plus attentivement, et j'avais eu un doute. Le goût n'était pas tout à fait le même, mais je n'avais pas encore compris l'ampleur de ce qui se passait. Le jeudi soir, qui a précédé le vendredi fatidique, je n'arrivais pas à dormir. Ma chambre est au 1er étage, côté jardin, et la fenêtre donnait sur la terrasse où Delphine et Arnaud parlaient à voix basse en croyant que je dormais. J'avais 79 ans et l'oreille parfaitement intacte. 40 ans dans des couloirs bruyants d'hôpital vous apprennent à filtrer les sons parasites et à isoler ceux qui comptent, comme un stéthoscope que vous porteriez dans la tête. Je suis restée immobile dans mon lit, les yeux ouverts sur le plafond, et j'ai écouté. « Elle se doute de rien », disait Delphine, et sa voix avait cette netteté froide des gens qui ont décidé et qui maintenant organisent. « T'es sûr pour les médicaments ?» demandait Arnaud, et dans sa voix à lui, il y avait ce tremblement particulier des gens qui savent que ce qu'ils font est mal, mais qui ont décidé de le faire quand même parce que quelqu'un d'autre a pris la décision à leur place. « J'ai tout remplacé il y a 3 semaines, répondait Delphine. De la vitamine C dosée pareil, rien de visible, et de toute façon, avec son cœur, si ça accélère les choses, on n'y est pour rien, on n'a rien fait. » Il y eut un silence. Puis Arnaud. « Et Vanessa ?» Et Delphine. « Vanessa pleurera et signera. Elle fait toujours ça. » Je suis restée immobile encore un long moment après que leurs voix se sont tues. Mon cœur battait. Je le sentais battre de façon irrégulière, le genre d'irrégularité que je connaissais bien pour l'avoir observé sur des moniteurs cardiaques pendant des années, le genre d'irrégularité qui, sans anticoagulant, est une bombe à retardement. J'avais compris, et comprendre ne m'avait pas paralysé. Comprendre m'avait, au contraire, activé quelque chose de très calme et de très précis au centre de ma poitrine. Le même calme que j'avais dans les situations d'urgence à l'hôpital, quand tout le monde s'affolait et que moi je comptais les secondes et je donnais les ordres. Le lendemain matin, Delphine était descendue tôt avant que je ne sois levée et avait posé sur la table de la cuisine une enveloppe Kraft que je n'avais pas encore ouverte quand Arnaud était arrivé avec 2 valises, les miennes, mes propres valises, celles en tissu bordeaux que j'avais achetées pour notre voyage en Espagne, avec René en 1996. « On t'a préparé tes affaires, maman », avait dit Delphine, en me regardant avec ce sourire de gestion de crise qu'elle avait perfectionné pendant ses années en assurance. « On a trouvé une résidence très bien à Issoire. Ils ont un jardin, une salle de jeu, des activités.
Tu vas voir, tu t'y feras. Issoire. À 40 kilomètres de Clermont. À 40 kilomètres de ma maison, de mon figuier, de mon carrelage blanc cassé, de la chambre où René était mort dans mes bras un mardi de janvier il y a 22 ans. J'avais regardé l'enveloppe. Dedans, il y avait un billet de car, pas de train, un billet de car, pour le départ de 14 heures de la gare routière de Jaude et 50 € en billets froissés avec un post-it écrit de la main d'Arnaud. Pour les petites dépenses. 50 € pour une femme qui avait payé leurs études, leur premier loyer, leurs premiers accidents de voiture, leur première dette d'adulte. 50 € dans une enveloppe Kraft posée sur mon propre carrelage blanc cassé. Vanessa était arrivée vers 9 heures du matin, les yeux déjà rouges, le menton tremblant, et elle avait dit « Tu sais qu'on t'aime, maman, c'est pour ça qu'on fait ça. La résidence, c'est vraiment bien, j'ai regardé leur site internet. » Comme si un site internet pouvait remplacer 45 ans de maternité. Je l'avais regardé pleurer. Je n'avais pas pleuré. Une infirmière qui pleure au chevet d'un patient n'aide pas le patient. Elle s'aide elle-même. Ce n'est pas la même chose. Ce que je n'avais pas dit à mes enfants ce matin-là, c'est que je ne monterai pas dans ce car. Ce que je n'avais pas dit non plus, c'est que mes mains tremblaient mais légèrement depuis le matin. Le genre de tremblement qu'on observe chez un patient dont la tension artérielle monte en l'absence de traitement. Ce que je savais, c'est que mon corps était en train de payer le prix de 3 semaines, sans anticoagulant et sans antihypertenseur. Ce que je savais aussi, c'est que j'avais quelque chose dans mon manteau d'hiver, le grand manteau gris en laine bouillie accroché dans l'entrée depuis novembre. Quelque chose que j'avais glissé là 22 ans plus tôt, le mois même de la mort de René, le mois où j'avais compris que si je mourais subitement, ou si jamais quelqu'un essayait de me dépouiller, il fallait qu'il y ait une trace quelque part, accessible à quelqu'un de bien. Mais avant d'aller jusqu'à ce manteau, il y avait eu le moment le plus difficile. Delphine avait pris les clés de la maison sur le crochet de l'entrée, le petit crochet en fer forgé que René avait posé le premier week-end après l'emménagement. Pour éviter les allers-retours inutiles, avait-elle dit. Arnaud avait pris mon téléphone portable, un Samsung que m'avait offert Vanessa l'année précédente pour Noël, en disant qu'il allait le charger, et il n'était pas revenu. À 13 heures, ils étaient Bornedo partis tous les trois en voiture, la Peugeot 508 grise d'Arnaud, avec la promesse de vérifier que j'étais bien montée dans le car. Ils n'avaient pas vérifié, ils étaient mat partis en week-end. J'étais restée seule dans ma maison fermée à clé de l'intérieur. Ils n'avaient fermé qu'à un tour, ce qui signifiait que j'avais encore accès à l'intérieur, mais pas à l'extérieur sans ma clé. Le réfrigérateur contenait un pot de yaourt nature, 2 œufs et un fond de bouteille de lait. Il n'y avait rien d'autre dans les placards. Ils avaient fait les courses la veille, mais pas pour moi. Ils avaient rempli leur coffre de voiture avec des sacs de provisions pour leur week-end. Le carrelage blanc cassé de ma cuisine était froid sous mes pieds en chaussettes le vendredi soir, quand je me suis levée pour aller chercher de l'eau. Et c'est là que tout a basculé. Je sentais depuis l'après-midi une pression dans la poitrine. Le genre de pression qui, en 40 ans de médecine, m'avait appris à ne jamais l'ignorer. Ma vision s'était brouillée par intermittence. Et puis, debout devant l'évier, j'ai senti mes jambes se dérober sous moi avec la même soudaineté qu'un patient en syncope vasovagale. Et je suis tombée. Je ne sais pas combien de temps je suis restée inconsciente. Je sais que quand j'ai repris partiellement connaissance, la lumière avait changé. Le soleil de novembre entrait par la fenêtre au-dessus de l'évier à un angle différent, ce qui voulait dire que des heures avaient les passé. Je tremblais. Pas de froid, quoique le carrelage fût glacé contre ma joue et mon épaule, mais de ce tremblement particulier des crises convulsives que je connaissais pour les avoir vues et soignées des centaines de fois. Mon corps était en train de me dire, avec la rigueur clinique qu'il avait toujours eue, que sans médicaments et sans soins, il était en train de lâcher. J'avais 79 ans, une fibrillation auriculaire non traitée depuis 3 semaines et une tension artérielle qui montait dans l'obscurité de ma propre cuisine, pendant que mes enfants étaient quelque part en week-end,
à manger au restaurant avec l'argent qu'il pensait déjà compter. Et c'est là, dans cet état, dans cette lumière blanche de novembre sur ce carrelage froid, que j'ai pensé à mon manteau. Je ne sais pas comment je me suis levée. Je sais que je l'ai fait. Une infirmière ne reste pas à terre quand il y a encore quelque chose à faire. C'est la règle la plus fondamentale du métier, pas la plus noble, la plus fondamentale. Tant qu'on peut agir, on agit. Je me suis traînée jusqu'à l'entrée. Le manteau gris en laine bouillie était accroché exactement là où il avait toujours été, sur le 3e crochet en partant de la porte. Je l'avais acheté en 2001 dans un magasin de la rue du Port, à Clermont-Ferrand, quelques mois après la mort de René, et dès que je l'avais ramené à la maison, avant même de l'essayer une 2e fois, j'avais décousu la doublure intérieure de la poche gauche avec des ciseaux à broder, et j'avais glissé dedans une enveloppe que j'avais ensuite refermée avec 3 points de surjet au fil blanc. Le genre de point solide qu'on ne défait pas sans outil, mais qu'on voit parfaitement si on sait chercher. Dans cette enveloppe, il y avait une lettre que j'avais écrite à la main sur du papier calque. Du papier calque parce qu'il résiste mieux à l'humidité et autant que le papier ordinaire. Et cette lettre commençait par ces mots. À celle ou celui qui me trouvera dans un état d'urgence médicale. J'avais tout prévu. Le numéro de maître Solange Ferreira, mon avocate depuis 1998, avec son numéro de téléphone direct et celui de son cabinet. Les références de 2 comptes bancaires ouverts à la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes sous mon seul nom. Des comptes que mes enfants n'avaient jamais vus, que personne ne connaissait, que j'alimentais discrètement depuis des années avec une partie de ma retraite mensuelle. Et enfin, les références de la STI Aubert-Lacombe, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Clermont-Ferrand sous le numéro 8320471, propriétaire de 3 appartements dans la ville, 2 rues Fongiève et un boulevard Lavoisier, dont j'étais l'unique gérante et dont mes enfants ignoraient jusqu'à l'existence. 22 ans que cette enveloppe attendait dans cette doublure. 22 ans que je gardais ce protocole d'urgence cousu à 3 points de surjet dans un manteau gris accroché dans mon entrée. Une infirmière chef prépare toujours son chariot de soins avant d'entrer dans la chambre. Je n'avais pas attendu que la chambre soit en feu pour préparer le mien. Je n'ai pas pu découdre l'enveloppe moi-même. Mes mains ne répondaient plus avec la précision qu'il aurait fallu. Les tremblements post-convulsifs ne sont pas conducifs à un travail de couture, comme j'aurais pu l'écrire dans un compte-rendu clinique. Je suis retombée. Je ne sais pas si c'est le samedi ou le dimanche. Je ne sais pas combien de temps il s'est encore passé. Ce que je sais, c'est que le lundi matin, une voisine, Madame Bertrand du numéro 13, une femme de 64 ans qui promenait son chien tous les matins à 7h30, a remarqué que mes volets n'avaient pas été ouverts depuis plusieurs jours. Elle connaissait mes habitudes. Elle savait que j'ouvrais les volets de la cuisine à 8 heures précises chaque matin depuis au moins 15 ans. Elle a appelé le 15. Le SAMU a défoncé la serrière à 7h52 du matin, un lundi de novembre. Parmi les 2 personnes de l'équipe du SAMU qui sont entrées dans ma cuisine ce matin-là, il y avait une femme de 38 ans, avec des cheveux châtains coupés courts et des yeux verts dans un visage que j'ai reconnu, même dans l'état où j'étais, même avec la vision encore voilée et les membres qui ne répondaient qu'à moitié. Céline Mauriac. Je l'avais eue en stage dans mon service en 2009, une étudiante infirmière de 22 ans qui avait une façon d'écouter les patients qui m'avait frappé dès le premier jour. Pas la façon protocolaire qu'on enseigne, la vraie façon, celle qui vient de quelqu'un qui croit sincèrement que ce que dit le patient est important. Je lui avais mis 16 sur 20 à son évaluation de stage et je lui avais dit ce jour-là « Vous ferez une très bonne infirmière, Mauriac, à condition de ne jamais laisser la fatigue vous apprendre à ne plus entendre. » Elle m'avait regardé avec ce sérieux particulier des jeunes gens qui enregistrent ce qu'on leur dit pour de vrai. 15 ans plus tard, c'est elle qui était agenouillée à côté de moi sur mon carrelage blanc cassé et qui disait à voix basse, en me posant 2 doigts sur le cou pour prendre mon pouls, « Madame Lacombe, c'est Céline, je suis là. Je veux vous dire quelque chose à ce moment précis de mon récit, et je vais vous le dire à vous directement, vous qui m'écoutez depuis le début,
vous qui êtes là avec moi dans cette cuisine froide. Vous savez, j'ai passé ma vie à prendre soin des autres et il n'y a rien de naturel pour quelqu'un comme moi à accepter d'être soigné. Mais quand Céline a dit « Je suis là », j'ai senti quelque chose se desserrer dans ma poitrine. Pas le symptôme cardiaque, quelque chose d'autre, quelque chose que 22 ans de solitude et d'orgueil avaient au comprimé si fort que je ne savais plus que c'était là. Alors si vous m'écoutez depuis chez vous, depuis votre canapé, ou votre cuisine, ou votre voiture, et si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui porte seul quelque chose de lourd, dites-lui que vous êtes là. Ces 3 mots-là, ils sauvent. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous venez, d'où vous m'écoutez ce soir, de quelle ville, de quel pays. J'ai envie de savoir qui est avec moi en ce moment. Ça m'importe vraiment. Céline avait stabilisé mes constantes vitales dans l'ambulance avec la précision d'une professionnelle qui avait passé 15 ans à apprendre à ne pas paniquer quand les chiffres font peur. Elle avait vu mes bras, les traces de déshydratation sévère, la peau qui ne reprend plus sa place quand on la pince, les veines à plat. Elle avait vu mon état général et elle avait aussi, en ramassant mon manteau pour le mettre dans le sac qui m'accompagnerait à l'hôpital, senti quelque chose sous la doublure de la poche gauche. Elle m'avait regardé. J'avais dit, avec le peu de voix qui me restait, décousez le fil blanc, appelez le numéro en haut de la lettre. Elle n'avait pas posé de questions. Elle avait sorti de sa trousse de secours un coupe-fil et elle avait décousu mes 3 points de surjet avec le même soin que si elle défaisait un pansement sur une plaie fraîche. Elle avait lu les premiers mots de la lettre dans l'ambulance, les lumières d'urgence qui tournaient dans le noir du matin, et j'avais vu sur son visage ce moment particulier où quelqu'un comprend l'étendue de ce qui s'est passé. Pas la surprise théâtrale, la compréhension froide et solide de quelqu'un qui connaît les conséquences médicales et légales de ce qu'il est en train de lire. À 22 heures, ce lundi soir, depuis ma chambre d'hôpital au 4e étage du Gabriel Montpied, avec une perfusion dans le bras gauche et un monitoring cardiaque qui bipait, avec la régularité rassurante d'un cœur qu'on a remis sous traitement, Céline avait appelé Maître Solange Ferreira. Maître Ferreira a décroché à la 2e sonnerie. Il était 22 heures passées. Elle a décroché à la 2e sonnerie parce que c'est ce genre d'avocate qu'elle est, la sorte qui, quand son téléphone sonne tard le soir avec un numéro qu'elle ne connaît pas, décroche quand même parce qu'elle a appris, dans 30 ans de carrière, que les appels importants ne s'annoncent pas toujours à des heures convenables. Je la connais depuis 1998. Nous nous sommes rencontrés dans la salle d'attente d'un cardiologue. Elle attendait pour son père, moi pour un bilan de routine. Nous avions parlé pendant 40 minutes dans une salle d'attente beige avec des magazines de 2 ans d'âge et nous avions découvert que nous avions en commun une façon de voir les choses qui n'était pas si répandue, la conviction que la précision et la rigueur sont les formes les plus respectueuses d'attention qu'on peut porter à quelqu'un. Elle était devenue mon avocate, puis quelque chose qui ressemble davantage à une amie, le genre d'amie qu'on ne voit pas souvent mais à qui on fait confiance sans réserve parce qu'on sait exactement ce dont elle est capable. Quand Céline lui avait expliqué la situation, Maître Ferreira avait posé 3 questions précises, avait dit « Je prends le premier train demain matin » et avait raccroché. Puis elle avait passé la nuit à travailler. Ce que Maître Ferreira a fait entre 22 heures ce lundi soir et 7 heures le lendemain matin ressemble, vu de l'extérieur, à un travail de chirurgie légale d'une précision remarquable. Elle avait d'abord contacté par voie électronique sécurisée le notaire qui gérait la SCI Aubert-Lacombe pour vérifier que rien n'avait été modifié à mon insu. Rien n'avait été modifié. Mes enfants ne savaient même pas que la SCI existait. Elle avait ensuite préparé les documents nécessaires à la révocation de la procuration générale que j'avais donnée à Delphine en 2019 pour l'extrait, les questions administratives courantes. Une procuration que Delphine avait progressivement utilisée pour des choses qui n'étaient pas courantes du tout, comme consulter mes relevés bancaires, et j'allais l'apprendre dans les jours suivants, tenter d'accéder à mon compte principal pour virer des sommes vers son propre compte, des tentatives qui avaient été bloquées par la banque, parce que la procuration ne couvrait pas les virements supérieurs
à 5 000 €. Elle avait également préparé une plainte pour mise en danger de la vie d'autrui, pour abus de faiblesse et pour vol. Parce que vendre les médicaments d'une personne âgée dépendante et les remplacer par autre chose, c'est un vol, c'est un empoisonnement par abstention, c'est un terme juridique précis que le Code pénal français connaît très bien. Et elle avait contacté la gendarmerie nationale de Clermont-Ferrand pour signaler les faits et demander une intervention dans les 48 heures. Je suis restée à l'hôpital 19 jours. 19 jours à récupérer, à retrouver des constantes stables, à manger convenablement pour la première fois depuis des semaines, à dormir dans un lit avec des draps propres dans une pièce où les gens qui entraient le faisaient pour me soigner et non pour compter mes affaires. Les médecins du service de cardiologie, des gens que je connaissais pour certains, qui m'avaient connue comme infirmière-chef et qui me soignaient maintenant avec une délicatesse particulière que j'attribuais moitié à leur professionnalisme et moitié à la gêne de soigner quelqu'un qu'ils avaient vu diriger un service, m'avaient dit que sans prise en charge dans les 24 à 48 heures qui avaient suivi ma chute, les complications auraient pu être irréversibles. Une embolie, un AVC. Les termes que je connaissais par cœur et que je n'avais jamais pensé entendre appliquer à moi-même dans une chambre d'hôpital un mardi de novembre. Mes enfants avaient appelé le service le mercredi, 2 jours après mon admission. Pas le lundi soir, pas le mardi, le mercredi. Delphine avait appelé et avait demandé à parler au médecin responsable. On lui avait dit que je n'avais autorisé personne à recevoir des informations médicales en mon nom, à l'exception de Maître Ferreira. Delphine avait raccroché. Elle avait rappelé 3 fois. On lui avait dit la même chose 3 fois. Pendant ces 19 jours, depuis ma chambre d'hôpital avec la perfusion dans le bras gauche et le monitoring cardiaque et la vue sur le parking du Gabriel Montpied par la fenêtre, pas romantique, mais propre et rassurant à sa façon, j'avais travaillé avec Maître Ferreira chaque après-midi pendant 2 à 3 heures. Nous étions installés à la petite table près de la fenêtre, elle avec son ordinateur et ses dossiers, moi avec ma tasse de tisane et ma clarté retrouvée. Et nous avions reconstitué, document par document, relevé par relevé, toute l'histoire de ce que mes enfants avaient fait ces 2 dernières années. Parce que le remplacement des médicaments n'était pas le seul élément. Il y avait aussi les relevés de mon compte courant principal, celui que Delphine connaissait, qui montrait des virements que je n'avais pas autorisés. 2 300 € en juillet, 1 800 € en septembre, 3 fois 500 € entre janvier et avril, sous des libellés vagues, comme remboursement frais divers ou soit avance famille. Au total, en 18 mois, 8 700 € qui avaient quitté mon compte vers le compte de Delphine et dans une moindre mesure celui d'Arnaud. Il y avait aussi une tentative de modification de bénéficiaire sur mon assurance vie, une demande faite par Delphine avec ma procuration, bloquée par l'assureur parce que la signature ne correspondait pas exactement à celle de mes documents d'origine. Et il y avait la question des médicaments. Maître Ferreira avait fait saisir les boîtes restantes dans le placard de ma cuisine par un huissier et une analyse en laboratoire avait confirmé ce que je savais, de la vitamine C dosée à 500 mg, présentée dans des boîtes réétiquetées avec les noms de mes médicaments. Delphine avait fait ça. Ma fille aînée, celle que j'avais emmenée pour la première fois à l'école à pied, en lui tenant la main sur le trottoir de la rue des Pradelles, avait acheté des boîtes de vitamine C, les avait réétiquetées et les avait mises à la place de mes anticoagulants, en sachant ce que l'absence de ces médicaments pouvait provoquer chez moi. Elle l'avait fait et elle avait dit à son frère « De toute façon, si ça accélère les choses, on n'y est pour rien. » Depuis ma chambre d'hôpital, j'avais également pris plusieurs décisions que je connaissais depuis longtemps, mais que je n'avais jamais eu l'occasion de formaliser avec la même clarté. La révocation de la procuration de Delphine avait été signée dès le 3e jour par acte notarié. Le notaire s'était déplacé au Gabriel Montpied à la demande de Maître Ferreira, avec 2 témoins et un document en 15 exemplaires. Les accès à mon compte courant principal avaient été modifiés. Nouveau code, nouvelle carte,
identifiant bancaire réinitialisé, tout virement supérieur à 500 € soumis à une double validation par application mobile sur un téléphone que j'avais depuis peu. Un petit appareil Nokia acheté par Céline dans une boutique du centre-ville et apporté à l'hôpital dans son sac. Personne d'autre que moi. Et elle ne connaissait son existence. Les domiciliations liées aux services de la maison, eau, gaz, électricité, Internet, avaient été redirigées vers mon compte séparé à la Banque Populaire, le compte que personne ne connaissait, et Maître Ferreira avait fait bloquer, par ordonnance de référé obtenue en urgence auprès du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, toute tentative de cession ou de mise en vente de biens immobiliers à mon nom ou à celui de la SCI Aubert-Lacombe pour une durée de 6 mois, avec possibilité de renouvellement. Le 8e jour de mon hospitalisation, Delphine était venue à l'hôpital. Seule. Elle avait attendu que Céline, qui passait me voir tous les 2 jours en dehors de ses gardes, soit repartie. Elle était entrée dans ma chambre avec ce sourire de gestion de crise et s'était assise sur la chaise à côté de mon lit sans que je l'y aie invitée. « Maman, avait-elle dit, on t'a cherché. On s'est fait un sang d'encre. » Je l'avais regardée. Elle avait les mêmes pommettes hautes que René, le même front large et des yeux qui ne correspondaient à aucun des deux. « Vous avez appelé le mercredi, avais-je dit, 2 jours après mon admission. » Elle avait ouvert la bouche, puis la refermée. « Il y a eu un malentendu, » avait-elle dit ensuite, avec ce glissement de vocabulaire particulier aux gens qui tentent de reformuler une faute en incident technique. « Un malentendu sur les médicaments. Je pensais que tu avais ton traitement. Je n'avais pas haussé le ton. » Une infirmière chef n'ose pas le ton dans les situations critiques. Elle baisse la voix, ce qui est beaucoup plus efficace et beaucoup plus difficile à soutenir pour l'interlocuteur. « Delphine, avais-je dit avec la même voix que j'utilisais pour annoncer un diagnostic grave à une famille. Le laboratoire a analysé les comprimés. J'ai le rapport. Maître Ferreira a le rapport. La gendarmerie a le rapport. Delphine avait pâli avec la régularité d'un patient en choc vasovagal. Progressive, méthodique, irréversible. « Maman, Tu peux partir maintenant, avais-je dit. Et elle était partie. Arnaud était venu le lendemain avec Vanessa. Vanessa pleurait avant même d'entrer dans la chambre. Je l'entendais dans le couloir, ce soupir particulier qui précède ces grandes crises de larmes. Arnaud avait les mains dans les poches et regardait le sol comme s'il cherchait quelque chose qu'il aurait perdu là il y a longtemps. « Maman » avait commencé Arnaud. « On ne savait pas que c'était aussi grave. On pensait que tu te portais bien, que la résidence… » « Arnaud » l'avais-je interrompu. « J'ai entendu votre conversation sur la terrasse le jeudi soir. » Le silence qui avait suivi cette phrase avait une texture particulière, dense, compacte, le genre de silence qui pèse quelque chose. Vanessa avait cessé de pleurer un instant, comme si le chagrin avait été suspendu par un court-circuit de la réalité. « Tu dormais » avait finalement dit Arnaud, avec la voix d'un homme qui sait qu'il vient de perdre quelque chose de définitif. « Non » avais-je répondu. « Je n'ai jamais dormi aussi légèrement que depuis que votre père est mort. » Vanessa avait recommencé à pleurer. Arnaud avait dit « Moi je ne voulais pas de problème, tu sais. Moi je voulais juste… » Et il n'avait pas fini sa phrase, parce qu'il n'y avait rien à mettre dedans qui tienne debout. Je leur avais dit ce que Maître Ferreira allait faire. Je leur avais dit ce que la gendarmerie avait. Je leur avais dit que leur héritage, la maison, les appartements, l'assurance vie, était désormais sous protection judiciaire et qu'aucun d'entre eux n'aurait accès à quoi que ce soit sans mon consentement explicite et documenté. Vanessa avait dit « Tu sais qu'on t'aime, maman », une dernière fois, et cette fois-là j'avais répondu quelque chose que je n'avais jamais dit à mes enfants. L'amour se mesure à ce qu'on fait, pas à ce qu'on dit. Et ce que vous avez fait, j'ai le rapport de laboratoire pour en parler. Je suis sortie de l'hôpital un vendredi matin, 19 jours après y être entrée. Maître Ferreira était dans le hall avec sa veste en tweed gris anthracite
et sa mallette en cuir marron clair qu'elle portait depuis que je la connaissais et qui avait, selon elle, encore 10 bonnes années devant elle. Il y avait aussi un huissier, maître Dominique Chassagne, un homme d'une 50aine d'années avec des lunettes cerclées d'acier et l'allure de quelqu'un qui a vu suffisamment de situations humaines difficiles pour n'en être plus surpris, mais pour continuer à les prendre au sérieux. Et il y avait 2 agents de police, des agents en civil, envoyés par la gendarmerie dans le cadre de l'enquête en cours. Nous sommes montés dans 2 véhicules et nous avons pris la direction de la rue des Pradelles. Ce vendredi matin-là, dans ma maison, il y avait Delphine. Elle avait fait venir un notaire différent de celui qui gérait la SCI, pour faire évaluer la maison et commencer les démarches de ce qu'elle appelait, dans ses textos que maître Ferreira avait pu consulter grâce à une procédure légale, la régularisation de la succession anticipée. Le notaire était dans le salon avec son porte-documents quand nous sommes entrés. Delphine était dans la cuisine, mon carrelage blanc cassé, mon figuier visible par la fenêtre, et elle avait au téléphone quelqu'un à qui elle disait « Oui, on peut avancer sur le boulevard Lavoisier ». Elle ne savait pas encore que le boulevard Lavoisier était un des appartements de la SCI Aubert-Lacombe et qu'elle ne pouvait pas plus avancer dessus qu'elle ne pouvait avancer sur la lune. Elle m'a vu entrer dans sa cuisine, ma cuisine, et son visage a fait quelque chose que je n'avais jamais vu sur le visage de Delphine. Il s'est effondré. Pas de la culpabilité, pas encore, de la stupeur pure, la stupeur de quelqu'un qui avait calculé une trajectoire sans prévoir que la variable principale allait changer de direction. Le notaire qu'elle avait fait venir s'était levé, un peu perdu, en regardant maître Ferreira et l'huissier et les 2 agents. Maître Ferreira avait posé sa mallette sur la table de ma cuisine et l'avait ouverte avec le calme d'une femme qui fait ce qu'elle fait depuis 30 ans et qui n'a plus besoin de le dramatiser pour que ce soit dramatique. « Maître, avait-elle dit au notaire de Delphine, je suis maître Solange Ferreira, conseil de madame Simone Lacombe depuis 1998. La procuration dont se prévalait madame Delphine Lacombe a été révoquée par acte notarié le 12e novembre. Voici le document. Toute démarche engagée sur la base de cette procuration est nulle et non avenue. » Elle avait posé le document sur la table. Le notaire de Delphine avait pris le document, l'avait lu, avait regardé Delphine, puis avait remis le document sur la table et avait commencé à ranger ses affaires dans son porte-document. « Maître Chassagne » avait dit maître Ferreira en se tournant vers l'huissier. « Vous pouvez procéder. » Maître Chassagne avait alors lu à voix haute dans ma cuisine, avec une diction claire et sans hâte, le récapitulatif des actes juridiques accomplis depuis le 12e novembre. La révocation de la procuration, le gel judiciaire des biens immobiliers, le dépôt de plainte pour mise en danger de la vie d'autrui, abus de faiblesse et détournement de fonds, le rapport de laboratoire confirmant la substitution des médicaments, et enfin, le dernier document, celui que maître Ferreira avait posé séparément sur la table comme on pose une carte maîtresse, la modification de mon testament, signé et enregistré le 15e novembre, qui retirait mes 3 enfants de l'ensemble de mes dispositions testamentaires et désignait à leur place la Fondation René Lacombe, en cours de création, avec pour mission le soutien aux soignants en milieu rural et aux personnes âgées victimes d'abus familiaux. Delphine avait dit « Tu ne peux pas faire ça ». Sa voix avait la texture d'une perfusion qui lâche. Le flux coupé net, l'air dans le tuyau, plus rien qui passe. « C'est fait », avais-je dit. « Depuis le 15e novembre, notarié, enregistré, opposable. » Arnaud était arrivé à ce moment-là. Il avait la clé de secours que Delphine lui avait donnée. Et il s'était arrêté dans l'embrasure de la porte de la cuisine, en voyant les 2 agents, l'huissier, maître Ferreira, et moi debout devant mon figuier, visible par la fenêtre. Il avait dit « Moi je ne voulais pas de problème », et l'un des agents lui avait répondu, avec une politesse professionnelle absolument irréprochable, qu'il était invité à s'asseoir et à rester disponible pour répondre à quelques questions. Vanessa était arrivée 20 minutes plus tard. Elle avait pleuré dans l'entrée pendant que l'huissier finissait de lire les documents. Personne n'avait dit « Tu sais qu'on t'aime, maman, ce matin-là ».
J'avais une chose à dire à mes 3 enfants, une seule, et je l'avais gardée pour ce moment précis où ils étaient tous les 3 dans ma cuisine, avec leur défaite et leur stupeur et leur honte, et où moi j'étais debout devant le carrelage blanc cassé que j'avais choisi dans un catalogue en 1999. Je leur avais dit, dans mon métier, quand on remplace un médicament vital par quelque chose d'inoffensif, en sachant ce que ça va provoquer, on appelle ça un homicide par substitution thérapeutique. Et quand on croit qu'on a remplacé la volonté d'une vieille femme par sa propre disparition, on appelle ça une erreur de diagnostic. Cette phrase avait résonné dans ma cuisine, comme elle résonnerait, je le savais, dans toute la suite de leur vie. Pas parce que je voulais les détruire, mais parce qu'un bon soignant ne laisse pas une erreur de diagnostic sans correction. Et si cette phrase est la promesse que je vous avais faite depuis le début, vous qui écoutiez mon histoire depuis le premier mot, alors vous savez maintenant que ce n'était pas du tout un mensonge. C'était une annonce médicale, posée à froid, avec toute la précision du métier. Les mois qui ont suivi ont été ce qu'on appelle en médecine une période de convalescence. Pour eux, pas pour moi. Moi, j'avais récupéré mes constantes vitales, ma maison, mes médicaments, ma liberté et une clarté sur l'avenir qui m'avait déjà permis de prendre 10 décisions importantes avant même ma sortie d'hôpital. Pour eux, la convalescence était d'une autre nature. Les plaintes avaient été instruites. La gendarmerie avait transmis le dossier au parquet de Clermont-Ferrand. Le procureur avait décidé d'ouvrir une information judiciaire. Ce n'était pas une procédure rapide, la justice française ne l'est jamais, mais c'était une procédure réelle, avec un juge d'instruction, des convocations, des auditions, et la perspective concrète de poursuites pénales pour Delphine notamment, dont le rôle dans la substitution des médicaments était documenté par les textos retrouvés sur son téléphone et par le témoignage d'une pharmacienne de quartier qui avait reconnu avoir vendu des boîtes de vitamine C à une femme correspondant à sa description quelques semaines avant les faits. Arnaud et Vanessa avaient été entendus comme témoins. Ce qu'ils avaient dit lors de leurs auditions, je ne le savais pas exactement. Les auditions sont couvertes par le secret de l'instruction. Mais ce que je savais, c'est qu'Arnaud avait contacté Maître Ferreira pour me demander si je pouvais retirer ma plainte. Et Maître Ferreira lui avait expliqué avec la patience d'une femme qui n'a plus 20 ans que la plainte avait été transmise au parquet et que le retrait d'une plainte ne met pas fin à une information judiciaire ouverte d'office par un procureur. La machine était lancée. Ce n'était plus entre mes mains. Ce qui était entre mes mains, en revanche, c'était la question du reste, la question de ce que j'allais faire de ma vie, de mon patrimoine, de ma maison avec son figuier et son carrelage blanc cassé, et de ces 3 adultes qui portaient mon nom de famille et qui m'avaient laissé 3 jours sur ce sol froid. 6 mois après ma sortie d'hôpital, j'avais convoqué mes enfants un dimanche après-midi, pas dans ma cuisine, dans le salon, où j'avais fait installer 3 chaises droites face au canapé sur lequel j'étais assise, avec Maître Ferreira à ma droite et Céline à ma gauche, parce que j'avais appris dans ma carrière que la disposition physique des personnes dans une pièce dit quelque chose sur les rapports de force et que les rapports de force, ce jour-là, étaient clairs. Delphine était arrivée avec ses avocats. Elle en avait 2 maintenant, payés sans doute avec ce qui lui restait de ses économies. Arnaud était arrivé avec sa veste du dimanche, les mains légèrement rouges et calleuses, d'un homme qui avait recommencé à travailler vraiment sur ses chantiers, faute d'autre option. Vanessa était arrivée sans maquillage pour la première fois depuis que je m'en souvenais, ce qui lui donnait un visage que je reconnaissais mieux, le visage de la petite fille qu'elle avait été, avant que les larmes deviennent un outil plutôt qu'une émotion. Ils s'étaient assis sur les 3 chaises droites et ils avaient regardé Maître Ferreira sortir ses documents. Ce que j'avais à leur dire ce dimanche après-midi, je le leur avais dit moi-même, sans intermédiaire, parce que c'est moi qui avais décidé et que les décisions qu'on a prises soi-même méritent d'être annoncées par soi-même. Je n'avais pas élevé la voix. Je n'avais pas tremblé. Ma tension était stable. 125/80. Une belle tension pour une femme de mon âge sous traitement correctement administré.
Je ne vais pas vous parler d'amour aujourd'hui, avais-je commencé. Je vais vous parler de conditions. Les conditions étaient les suivantes, telles que Maître Ferreira les avait formalisées dans un document de 7 pages. Premièrement, Delphine, Arnaud et Vanessa rembourseraient solidairement les 8 700 € prélevés sur mon compte courant, à raison de 500 € par mois chacun, prélevés automatiquement dès le premier du mois suivant. Deuxièmement, chacun d'entre eux effectuerait 200 heures de bénévolat dans un EHPAD de son choix, dans le département du Puy-de-Dôme, sous supervision d'un responsable qui remettrait un rapport mensuel à Maître Ferreira. Troisièmement, ils n'auraient accès à aucune information concernant mon patrimoine, ma santé ou mes dispositions testamentaires pendant 2 ans, durée à l'issue de laquelle une évaluation serait faite. Quatrièmement, toute tentative de contestation judiciaire de mon testament ou de mes décisions patrimoniales entraînerait automatiquement leur exclusion définitive de toute disposition testamentaire, sans possibilité de recours. J'avais regardé Delphine pendant que Maître Ferreira lisait ces conditions. Delphine avait les mains à plat sur ses genoux, les épaules légèrement voûtées, une posture que je n'avais jamais vue chez elle, la posture d'une personne qui a compris qu'elle a perdu quelque chose d'irréversible et qui cherche à tenir quand même. Ses avocats avaient échangé quelques mots à voix basse. Puis l'un d'eux avait dit que sa cliente acceptait les conditions. Arnaud avait dit « moi aussi », sans attendre qu'on le lui demande, d'une voix qui sonnait différemment de toutes celles que je lui avais connues, plus plate, plus nue, la voix d'un homme qui n'a plus de paravent derrière lequel se mettre. Vanessa avait pleuré, mais différemment cette fois, sans la rhétorique habituelle, sans les mots d'accompagnement, juste des larmes silencieuses sur un visage sans maquillage. Je n'avais pas dit que c'était bien. Je n'avais pas dit que je pardonnais. J'avais dit que nous verrions dans 2 ans. La Fondation René Lacombe avait été officiellement créée le 19 mars de l'année suivante, 4 jours après mon anniversaire, mon 80e, que j'avais fêté avec Céline et Maître Ferreira dans un restaurant de la place de Jaude avec une bouteille de Sancerre blanc et un plateau de fromage qui m'avait rappelé les pique-niques que René et moi faisions au bord du lac d'Aïda avant que les enfants soient pas grands. La Fondation avait pour objet le financement de formations continues pour les aides-soignantes en milieu rural, parce que j'avais passé 41 ans à voir les soignantes de campagne se débrouiller avec des moyens insuffisants et une formation discontinue, et le soutien juridique et psychologique aux personnes âgées victimes d'abus familiaux, en partenariat avec 3 associations régionales que Maître Ferreira avait identifiées et qui travaillaient déjà sur le terrain. La dotation initiale de la Fondation était de 150 000 € prélevés sur mes comptes séparés. Les appartements de la SCI Aubert-Lacombe, les 2 rues Fongièvre et celui du boulevard Lavoisier, continuèrent de générer des loyers qui allaient, chaque mois, alimenter les ressources de la Fondation. Céline en avait accepté la vice-présidence, ce qui me convenait parfaitement. Je voulais quelqu'un qui sache ce que soigner veut vraiment dire, pas quelqu'un qui l'ait lu dans un rapport. 6 mois après la réunion du dimanche dans mon salon, j'avais reçu les premiers rapports de bénévolat. Arnaud avait effectué ses 200 heures dans un EHPAD de Riom, à 25 km de Clermont. Le responsable avait écrit dans son rapport qu'Arnaud s'était montré particulièrement impliqué auprès des résidents souffrant d'isolement, passant parfois du temps supplémentaire bénévole au-delà de ses heures contractuelles. J'avais lu ce rapport 2 fois. Je n'avais rien dit à personne, mais j'avais repensé au petit garçon qu'Arnaud avait été, celui que René emmenait pêcher le dimanche matin et qui rapportait les poissons à la maison dans un seau en plastique rouge, en les regardant avec une compassion authentique avant de les remettre à l'eau. Il y avait peut-être encore quelque chose à travailler chez Arnaud. Le rapport de Vanessa montrait qu'elle avait choisi un EHPAD spécialisé dans les pathologies neurodégénératives à Clermont-Ferrand même, et que sa présence auprès des résidents avait été régulière, affectueuse et appréciée du personnel soignant. Vanessa, avec ses larmes, pour une fois, ses larmes avaient peut-être servi à quelqu'un d'autre qu'à elle-même. Le rapport de Delphine était le plus court des 3.
Elle avait effectué ses 200 heures dans un ESPAD d'Issoire, le même bourg où elle avait voulu m'expédier en quart avec un billet acheté à l'avance et 50 € froissés dans une enveloppe Kraft. Je ne sais pas si c'était intentionnel. Le responsable écrivait qu'elle s'était acquittée de ses obligations avec ponctualité et rigueur. Ponctualité et rigueur. Delphine en toutes circonstances. Mais il n'y avait pas un mot sur les résidents. Je n'avais rien ajouté à ce rapport. J'avais demandé à maître Ferreira de le classer. Un dimanche de mai, 7 mois après la réunion dans mon salon, mes 3 enfants étaient venus à la maison pour la réunion mensuelle que j'avais instaurée. Pas une réunion de famille au sens traditionnel, pas de repas partagés, pas de café en commun comme si rien n'avait eu lieu. Une réunion de reddition de comptes, chacun présentait ce qu'il avait fait, ce qu'il gagnait, ce qu'il devait, ce qu'il remboursait. Maître Ferreira n'était pas présente. J'avais jugé que ce niveau de surveillance directe n'était plus nécessaire à ce stade. J'étais seule à la table de la salle à manger, avec 3 chaises en face de moi et un carnet dans lequel je prenais des notes. Arnaud était arrivé dans une Citroën Berlingo blanche qu'il utilisait pour ses chantiers. Plus de Peugeot 508 grise, vendue pour couvrir une partie de ses dettes. Il avait les mains qui montraient du travail réel, des petites coupures sur les doigts, un ongle noir en train de repousser, des paumes épaisses que je reconnaissais comme celles d'un homme qui a arrêté de déléguer. Vanessa était venue à pied depuis l'arrêt de tramway. Elle n'avait plus de voiture non plus, avait repris un travail à temps plein dans une boulangerie du quartier Saint-Jacques. Elle portait une tenue simple sans sac de marque, les cheveux attachés. Delphine était arrivée la dernière, en taxi. Elle n'avait plus de voiture, elle cherchait un appartement plus petit que le sien actuel. Ses avocats lui avaient écouté beaucoup. Elle s'était assise sur sa chaise avec cette façon de tenir le dos droit qui ne la quittait jamais. Mais quelque chose dans ses yeux avait changé. Quelque chose de moins calculateur, quelque chose qui ressemblait, si je devais nommer ça avec le vocabulaire de mon métier, à une douleur bien localisée plutôt qu'à une douleur diffuse. Une douleur qu'on a accepté de regarder en face. Je les avais écoutés présenter leurs comptes. J'avais pris mes notes. J'avais posé quelques questions précises. À Arnaud, sur un chantier en retard de livraison, à Vanessa sur ses horaires, à Delphine sur sa situation de logement. Des questions de gestion, pas de sentiments. À la fin de la réunion, quand il s'était levé pour partir, Arnaud avait dit quelque chose qu'il n'avait pas dit depuis très longtemps. Il avait dit « Merci, maman », en me regardant, pas dans le vague, pas vers la fenêtre, en me regardant moi. Je n'avais pas répondu à cette expression de gratitude par une expression réciproque. J'avais noté quelque chose dans mon carnet, mais après qu'ils étaient départis et que j'étais seule dans mon salon avec le silence de la maison et la lumière de mai qui entrait par les volets entr'ouverts et le bourdonnement du réfrigérateur dans la cuisine, le même réfrigérateur, le même bourdonnement. J'avais pensé à René. J'avais pensé à ce qu'il aurait dit, lui qui réparait les choses. Il aurait sans doute dit quelque chose de simple, comme il disait toujours les choses importantes, simplement. Il aurait peut-être dit que le bois fendu, si on lui donne du temps et de la pression, finit parfois par se souder mieux qu'avant, ou peut-être pas. Je ne sais plus exactement comment René formulait ses espoirs. Je sais seulement qu'il les avait, même quand la situation ne les méritait pas encore. Je vis toujours rue des Pradelles. Le figuier de René n'a toujours pas été taillé. Je l'ai fait promettre à Arnaud, et il a tenu parole sur ce point précis depuis le printemps dernier, ce qui est un début. Mon carrelage blanc cassé a été nettoyé, ciré, et il n'a plus de taches. Je prends mes médicaments tous les jours, les vrais, ceux du cardiologue, vérifiés par moi-même et par Céline, qui passe me voir une fois par semaine. Ma tension est stable. Mon cœur bat de façon raisonnablement régulière pour une femme de 80 ans qui a vécu ce qu'elle a vécu. La Fondation René Lacombe a financé, lors de sa première année d'activité, les formations continues de 19 aides-soignantes dans des zones rurales de la région Auvergne et le soutien juridique de 11 personnes âgées en situation d'abus familial. 11 personnes qui, grâce à l'existence de la Fondation,
et aux avocats partenaires que nous finançons ont pu obtenir une aide qu'elles n'auraient peut-être pas trouvée autrement. Je pense souvent à eux, à ces 11 personnes. Je pense à ce qu'ils ont ressenti quand quelqu'un leur a dit « Je suis là », comme Céline me l'avait dit dans l'ambulance, ce lundi matin de novembre, avec 2 doigts sur mon cou pour prendre mon pouls. Ce que mes enfants ont voulu effacer en remplaçant mes médicaments par autre chose, c'est exactement ce que je suis. Une femme qui a passé 41 ans à apprendre la différence entre ce qui soigne et ce qui ne fait que ressembler à des soins. Ils ont cru qu'en substituant les boîtes, ils substituaient aussi la personne. Mais on ne remplace pas une infirmière, chef. On ne remplace pas une femme qui a cousu une enveloppe dans la doublure de son manteau d'hiver en prévoyant exactement ce moment-là. On ne remplace pas le protocole d'urgence qu'elle a gardé à portée de main pendant 22 ans sans jamais en parler à personne, parce qu'elle savait. Avec la certitude tranquille des gens qui ont vu suffisamment de drames humains pour ne plus être surpris, mais pour continuer à se préparer, qu'un jour quelqu'un essaierait de lui substituer quelque chose d'inoffensif à la place de sa propre vie. J'avais préparé l'antidote avant même de connaître le poison. C'est ça, 41 ans de soins intensifs. C'est ça, Simone Lacombe. Si vous êtes arrivé jusqu'ici avec moi, jusqu'à ce figuier, jusqu'à ce carrelage, jusqu'à cette fondation qui porte le prénom de René, alors je veux vous dire merci. Merci d'avoir écouté sans bouger, sans décrocher, sans aller faire autre chose. C'est rare les gens qui écoutent vraiment jusqu'à la fin. Dans mon métier, j'ai appris à les reconnaître. Ils ont une façon de tenir le regard qui dit qu'ils sont vraiment là. Si vous voulez qu'on se retrouve, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a d'autres histoires bien belles histoires comme la mienne, des femmes qui ont cousu quelque chose dans la doublure de leur vie et qui attendent le bon moment pour le découdre. Je serai là. J'ai 80 ans, une tension stable, un figuier non taillé dans mon jardin et une fondation qui porte le prénom d'un homme qui réparait les choses. On m'a cru fini. On m'a laissé 3 jours sur un carrelage froid en disant que de toute façon, j'allais bientôt mourir. Mais une infirmière chef ne meurt pas sur son carrelage. Elle se relève, elle appelle le bon numéro et elle pose le bon diagnostic. Toujours.